Nous avons le plaisir de recevoir Pape Ndiaye pour donc mettre en question le monde d'après. Pape Ndiaye est historien, spécialiste du capitalisme américain avec une thèse donc sur Dupont de Nemours, mais aussi donc celui qui a introduit en France ce qu'on appelle les Black Studies, avec un ouvrage remarquable portant sur la condition noire, essai d'une minorité en France. Pape, nous sommes partis donc pour 30 minutes d'exposé. Et vous ne manquerez pas, à la fois en présentiel et en distanciel, de poser des questions que nous relayerons donc auprès de Pape. Je vous remercie encore, donc bonne conférence et à très vite donc pour les questions. Pape, à toi. Merci beaucoup. Bonjour à vous toutes, à vous tous. C'est un grand plaisir de parler en réel parce que je ne fais plus court que par l'intermédiaire d'écran. Donc quand j'ai à nouveau des êtres humains devant moi, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis c'est un plaisir d'être à Saint-Émilion que je découvre en fait aujourd'hui. Je voudrais vous parler donc des questions minoritaires, à la fois en respectant, en essayant tout au moins le thème général de ce festival, mais comme je suis historien, je regarde quand même souvent un peu plus dans le rétroviseur que dans le pare-brise ou la boule de cristal, aussi parce que l'histoire et puis le présent tel qu'il se fait permettent quand même de comprendre, ou en tout cas d'imaginer les possibles d'un futur qu'on peut penser comme meilleur. Sur la question des minorités, il y a beaucoup de travaux, particulièrement aux États-Unis, ça ne vous surprendra sûrement pas. Des travaux qui en fait ont commencé il y a un siècle du côté de Chicago dans les années 20, dans les années 30 pour réfléchir à ce qu'on pouvait entendre par minorité dans une société donnée comme la société américaine, mais on pourrait aussi bien parler de la société française contemporaine. Et des sociologues à cette époque ont essayé d'expliquer que la minorité n'était pas, qu'on pouvait l'entendre non point dans une acception ancienne de leur point de vue qui était celle du 19e siècle, c'est-à-dire, vous savez, la question des minorités dans les empires centraux, des groupes essayant de gagner leur indépendance et de créer des nations-États en s'affranchissant de la férule impériale. Ce sont toutes les révolutions de 1848 en particulier qui ont ébranlé les empires d'Europe centrale et d'Europe orientale. Ils disent non, ce n'est pas cette question-là, celle de la minorité qui veut devenir indépendante en raison de ses particularités culturelles, religieuses, etc. Mais c'est autre chose, une minorité dans la société américaine d'aujourd'hui. C'est un groupe qui, nolens-volens, indépendamment de ce qu'il peut souhaiter, fait l'expérience de formes de racisme, de discrimination, de rejet, de stigmatisation. Louis Wirth, un grand sociologue américain d'origine allemande, se penche sur, dans un livre célèbre qui s'appelle « Le ghetto », publié en 1926, eh bien, il se penche sur le monde juif de Chicago qui vit des expériences antisémites très fortes. L'antisémitisme aux États-Unis était très fort jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et Louis Wirth dit, indépendamment de la qualité des liens culturels et autres et communautaires qui unissent les personnes, ce qui m'intéresse, c'est de délimiter un groupe par le plus petit dénominateur commun. Et ce plus petit dénominateur commun, c'est une expérience subie des discriminations, des stigmatisations, etc. Et donc il dit, une minorité, ce n'est pas un groupe qui veut l'indépendance, c'est au contraire un groupe qui souhaite s'intégrer dans la société américaine, en tout cas dans la société contemporaine, et faire de telle sorte que les stigmates qui pèsent sur lui s'effacent de manière à ce qu'il soit en quelque sorte invisibilisé, ou en tout cas qu'il n'apparaisse plus en tant que tel et du point de vue des expériences négatives qu'il peut subir. Et donc la notion de minorité, elle prend une dimension qui est une dimension très politique, si vous voulez, et elle permet d'articuler, le cas échéant, des politiques de redressement des torts, faire de telle sorte que la couleur de peau, par exemple, n'ait pas plus d'importance dans le futur que la couleur des yeux ou que la couleur des cheveux, n'est-ce pas? S'attaquer à ce qui fait cette expérience commune-là et qui caractérise, d'après ces sociologues de Chicago,
la notion ou le concept contemporain de minorité. D'ailleurs, Louis Wirth, ce qui est intéressant, c'est que dans le même ouvrage, il popularise en quelque sorte, où il déplace la notion de ghetto, qui se référait historiquement au quartier juif d'Italie du Nord, et singulièrement à Venise, pour l'implanter dans une société contemporaine. Un ghetto, il est fait de personnes qui sont rejetées et qui vivent ensemble, en quelque sorte, non pas parce qu'elles veulent nécessairement vivre ensemble, mais parce qu'elles n'ont pas le choix. Et Louis Wirth et ses collègues, évidemment, ont étudié la question des ghettos dans les villes américaines, et en particulier, bien sûr, les ghettos les plus résistants, c'est-à-dire les ghettos des Noirs américains qui existent jusqu'à aujourd'hui, même si le terme de ghetto n'est plus véritablement utilisé. Donc, une minorité, c'est un groupe qui a une expérience commune. Mais, vous me direz alors, une expérience commune n'est pas forcément partagée par toutes les personnes du groupe concerné. Par exemple, on peut dire que les femmes peuvent avoir subi des formes de violence sexistes et des formes de discrimination, beaucoup d'entre elles bien entendu, mais il est possible aussi que certaines femmes n'aient jamais vécu ces formes-là de violence symbolique ou de violence réelle. Mais cette notion de minorité, elle n'a pas simplement pour objectif de circonscrire une expérience commune, elle a aussi pour objectif de circonscrire la possibilité de cette expérience commune. C'est-à-dire que si on prend le cas des femmes, par exemple, qui sont une minorité au sens politique du terme, eh bien, dans ce cas-là, aucune femme ne peut jurer que dans le restant de sa vie, elle ne subira pas une forme de violence réelle ou symbolique. C'est pourquoi la notion de minorité peut être attachée à la notion de vulnérabilité. La vulnérabilité, ça ne signifie pas qu'on a vécu cette expérience, mais qu'on ne peut pas jurer qu'on ne la vivra pas un jour ou l'autre, dans 3 jours, dans 3 mois ou dans 3 ans. Et donc, cette notion de minorité, elle circonscrit un groupe, et un groupe qui a des potentialités, si vous voulez, ou des vulnérabilités par rapport à certaines expériences données. C'est une notion aussi qui est une notion qui relève, au fond, non pas de la démographie, comme on pourrait le penser. Une minorité n'est pas forcément démographiquement réduite par rapport à la majorité. Elle peut même être, dans certains cas, majoritaire d'un point de vue démographique. Si on pense aux femmes, bien entendu, qui sont légèrement majoritaires dans les sociétés, dans la société française, par exemple, mais on peut aussi penser historiquement aux situations coloniales. Les situations coloniales sont typiquement des situations où une minorité politique est généralement très majoritaire d'un point de vue démographique. Le rapport entre le groupe dominant et le groupe dominé est un rapport démographiquement très défavorable au groupe dominant. Et donc la notion de minorité, c'est une notion qui est une notion purement politique, qui permet de circonscrire ce groupe, ce plus petit dénominateur commun. Alors, une question dès lors se pose pour aujourd'hui et puis pour le futur, mais elle s'est déjà posée dans le passé, et ça a été une objection qu'on a pu faire d'ailleurs aux penseurs des minorités, qui consiste à dire « mais que se passe-t-il dans le cas où les phénomènes de discrimination, de rejet, de stigmatisation s'affaissent et disparaissent? Est-ce que le groupe minoritaire en question, lui aussi, s'évapore en quelque sorte, puisque l'expérience historique, elle aussi, se dissout à un moment en raison des progrès politiques, des combats politiques, bien entendu, tout à fait importants, des circonstances, de la démocratisation, etc., etc. Cela s'est envisagé d'ailleurs de façon très intéressante par Jean-Paul Sartre. Si vous relisez un ouvrage qui pose beaucoup de problèmes, mais qui a également une force conceptuelle tout à fait remarquable, ce sont les réflexions sur la question juive de Sartre, écrites juste après la Seconde Guerre mondiale. Et Sartre définit la minorité juive, pensons en termes minoritaires, par le rapport à l'antisémitisme. C'est l'antisémitisme, c'est l'antisémite qui historiquement a fabriqué le monde juif.
Mais cette manière de penser l'existence du groupe comme dépendant seulement de l'expérience des persécutions, de l'expérience des violences subies, ça laisse en l'état une question. C'est que si les violences subies disparaissent, est-ce que le groupe disparaît avec lui? C'est possible, mais ça méconnaît quelque chose d'autre qui est aussi important, c'est la qualité des liens culturels, des liens communautaires, des liens créatifs forgés par les personnes dans les expériences minoritaires elles-mêmes, c'est-à-dire dans les expériences de violences subies. Les violences subies peuvent fabriquer des liens d'une grande épaisseur, si je puis dire, entre les personnes concernées. Il y a également des créations artistiques, il y a des traditions artistiques, créatives, qui sont très importantes dans l'existence des groupes concernés et qui fait que les groupes ne se dissolvent pas nécessairement si l'expérience des stigmatisations et des violences subies se dissout elle aussi avec le temps, contrairement à ce que pouvait laisser entendre Sartre à la fin des années 1940. Et donc on peut ici distinguer, me semble-t-il, d'un point de vue conceptuel, ce qu'on pourrait appeler dans la pensée minoritaire une identité fine. L'identité fine, c'est l'identité qui ne se définit que par rapport aux autres, c'est-à-dire par rapport au regard éventuellement stigmatisant subi en tant que personne minoritaire. Par exemple, une personne noire qui fait l'expérience de formes de racisme, discrimination, etc., peut considérer qu'elle n'est personne noire que dans le regard des autres, et bien entendu que c'est tout à fait central, on peut dire même dans l'histoire de la pensée occidentale, que de penser l'humanité en termes de race depuis le XVIIe siècle, mais l'identité fine ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas aussi autre chose, ce qu'on pourrait appeler une identité épaisse. L'identité épaisse, c'est un rapport à la culture, c'est un rapport à l'histoire qui fait que l'on peut se définir comme tel indépendamment des expériences subies, des expériences négatives de stigmatisation et de discrimination que les personnes peuvent subir. Et donc, ce que Sartre manque, si vous voulez, qu'il a reconnu d'ailleurs plus tard dans des conversations qu'il a eues dans les années 70, c'est qu'il y a aussi des identités épaisses où, on pourrait le dire d'un point de vue historique, que les expériences d'identité fine peuvent s'épaissir avec le temps. Les groupes qui subissent des discriminations peuvent épaissir la qualité de leurs liens précisément pour mieux résister collectivement aux expériences de discrimination. Et donc l'épaisseur des liens, si vous voulez, fait que l'existence d'un groupe minoritaire peut survivre et peut dépasser l'affaissement des torts et des méfaits qui pèsent sur le groupe concerné, même si, objectivement, il faut reconnaître que la fin des expériences de violence réelle et symbolique attaque, ou en tout cas est susceptible de grignoter la solidité du groupe, dans la mesure où ce groupe peut géographiquement se disperser lorsque la discrimination et la ségrégation disparaissent aux États-Unis. On l'a vu avec les classes moyennes noires aux États-Unis qui quittent les ghettos à partir des années 70, c'est-à-dire à partir du moment où elles peuvent le faire, et donc qui laissent les ghettos dans des situations qui ne sont plus stratifiées socialement comme elles pouvaient l'être dans le passé, ce qui fait qu'on est passé, comme des sociologues américains l'ont montré, du ghetto à l'hyper-ghetto. Le ghetto, ce n'est pas simplement le ghetto noir, c'est aussi le ghetto noir des très pauvres dans des situations de grande marginalité sociale. C'est un peu ça, les situations des hyper-ghettos d'Amérique du Nord aujourd'hui. Donc ces possibilités-là tendent à affaiblir le groupe qui bénéficiait auparavant de la stratification sociale, du fait qu'il y avait des gens éduqués, des gens des classes moyennes, y compris des gens parfois très riches, qui vivaient dans les ghettos en question et dont les ressources, y compris dans les ressources matérielles, permettaient à des institutions locales de vivre.
Donc cette question, elle est tout à fait importante. On la mesure aussi à d'autres critères qui sont les critères, par exemple, des unions, des mariages entre membres du groupe minoritaire et puis membres d'un groupe majoritaire. Avec le temps, avec l'affaiblissement des discriminations, le taux de mariage entre inter, si vous voulez, minoritaire, majoritaire, tend à augmenter. On le voit par exemple très nettement aux États-Unis, où on a des statistiques sur cette question. On n'en a pas vraiment en France, ce qui est susceptible évidemment d'affaiblir à la longue les formes de cohésion culturelle et sociale qui avaient été développées dans des situations qui étaient des situations d'exploitation, de violence, de domination très forte, y compris d'un point de vue juridique. Donc l'épaisseur, la qualité des liens permet éventuellement à la minorité, si vous voulez, de survivre lors même que les conditions historiques qui lui avaient donné naissance ne sont plus véritablement présentes. Alors ensuite, la question, si on imagine des futurs possibles, c'est donc cette question-là, c'est-à-dire comment les groupes survivent et quels sont les liens qu'ils se donnent entre eux lorsque ces liens ne sont plus seulement des liens par défaut, en quelque sorte, qui proviennent du regard négatif porté sur eux. Et puis, il y a des évolutions qui sont des évolutions démographiques générales. Dans le cas des États-Unis, par exemple, et on en parle beaucoup puisque l'élection présidentielle arrive bientôt, la majorité blanche des États-Unis tend à décroître démographiquement avec le temps. Et puis, on assiste à l'essor en particulier du monde hispanique, qui est le plus dynamique d'un point de vue démographique en raison des phénomènes migratoires. Plus modérément du monde africain-américain, avec le taux de natalité. Bref, c'est l'idée d'une Amérique qui va devenir une Amérique brown, une Amérique marron, une Amérique métissée, au fond. Et puis, dans des sociétés, y compris la société française, il y a des phénomènes aussi de métissage qui sont à l'œuvre, en dépit de tout, en dépit de l'ère du temps, j'irais presque jusqu'à dire cela. Des phénomènes de métissage donc qui permettent de penser, ou en tout cas qui permettent d'imaginer des futurs qui seraient des futurs débarrassés de toute forme de discrimination ou de stigmatisation, puisque tout le monde, par exemple, serait métisse. Et donc si une société est entièrement métissée, on pourrait imaginer que les vieilles frontières racialisées qui avaient tellement de solidité pourraient elles aussi s'affaisser. En réalité, ce n'est pas tout à fait ça, puisque quand on regarde les sociétés très métissées dans le monde, je pense au Brésil en particulier, ou bien aux sociétés caribéennes, qui sont des sociétés très métissées, eh bien on s'aperçoit que les frontières, qui sont les frontières de classe, mais aussi les frontières de race, sont des frontières qui demeurent très très solides. Les frontières coloristes, si vous voulez, les frontières qui sont liées aux nuances de couleur de peau et qui ont tellement d'importance dans la Caraïbe, tellement d'importance aussi au Brésil. Le Brésil qui était présenté dans les années 50 comme le pays de la démocratie raciale, c'était comme ça que l'UNESCO le présentait, comme le futur du monde, par opposition à l'Afrique du Sud, par exemple de l'apartheid à cette époque-là. Eh bien, on est revenu sur cette idée et on sait bien que le Brésil est un pays de violence raciale, mais aussi de discrimination extrêmement forte, qui ont repris du poil de la bête, si je puis dire, avec Bolsonaro ces dernières années, parce que Lula, au pouvoir, avait quand même engagé des politiques de correction et des politiques aussi faisant que la population afro-descendante, qui est majoritaire statistiquement au Brésil, se voyait offrir des positions qui n'étaient pas accessibles auparavant. Cette politique-là, elle a été mise de côté par Bolsonaro, mais peu importe, ce qui est tout à fait essentiel, c'est qu'on reconnaît que le Brésil n'est pas une société égalitaire du tout. C'est une société extrêmement travaillée par les questions coloristes et le fait d'avoir la peau blanche ou la peau noire au Brésil, ça fait une différence énorme en dépit du discours de métissage généralisé qui a été longtemps le discours officiel. La même chose est vraie également dans les Caraïbes. Et donc, l'idée du métissage n'est pas susceptible à elle seule. Si on prend le cas de la Nouvelle-Orléans, par exemple, aux États-Unis, eh bien, la Nouvelle-Orléans est une des villes les plus inégalitaires de tout le pays, alors que c'est la ville la plus caribéenne des États-Unis en raison de son histoire et des liens avec le monde caribéen en général. Donc, cette perspective-là n'est pas en elle-même une perspective qui serait susceptible d'affaiblir les inégalités, d'affaiblir les formes de racisme et de discrimination qui existent depuis si longtemps. On peut même penser d'ailleurs
à l'extrême que si tout le monde avait la même nuance de couleur de peau, par exemple, eh bien d'autres formes, d'autres reconfigurations pourraient émerger qui ne dépendraient pas de la couleur de peau, mais d'autres facteurs. Après tout, la question de la couleur de peau est arrivée tardivement dans l'histoire des hommes. Ça n'est pas quelque chose qui aurait été essentiel de tout temps. Il a arrivé un moment dans l'histoire des hommes où cette question est devenue essentielle. Il peut arriver un moment dans l'histoire des hommes, dans le futur, où cette question devienne parfaitement secondaire, comme la couleur des yeux, par exemple, même si on pourrait arguer que la couleur des yeux, éventuellement, à la marge, puisse avoir une importance. Et donc, d'autres choses pourraient se reconfigurer, y compris des critères physiques, qui pourraient devenir des critères très importants dans la manière dont les inégalités se construisent dans les sociétés du futur. Pas forcément la couleur de peau, je disais, mais autre chose, ça pourrait être je ne sais quel critère, avec d'ailleurs des investigations scientifiques très poussées, ça pourrait être des critères génétiques, hein, de manière extrêmement effrayante. On pourrait avoir des tests ADN qui permettraient de classer la population, qui feraient que certaines populations se distingueraient des autres en raison de tel ou tel critère, y compris de telle ou telle vulnérabilité par rapport à telle ou telle maladie. On peut imaginer toutes sortes de choses. En tout cas, ce qui est probable, de mon sens, en tout cas si on se réfère à la longue histoire, c'est que ces inégalités-là, inégalités de classe, évidemment, qui, elles, persistent, que ces inégalités-là se reconfigurent sans pour autant qu'elles disparaissent dans une forme de métissage généralisé où tout le monde se retrouverait à égalité. Et donc, ça signifie, alors je ne sais pas où j'en suis du point de vue du temps, parce que c'est le compte à rebours, ça? J'ai l'impression que c'est parti en retard parce que ma montre me dit autre chose, donc il faudrait me le dire peut-être. Ça signifie que la pensée minoritaire ne va pas disparaître, ne va pas s'évaporer parce que ces frontières-là qui lui avaient donné sa force politique et intellectuelle, en particulier il y a un siècle, disparaîtraient. Je dirais même, d'ailleurs, d'un point de vue politique, du point de vue de la philosophie politique, que la penser les minorités, penser les situations faites aux minorités est une des conditions de la démocratie sociale. Si on veut éviter une démocratie qui soit une démocratie purement formelle, où la loi de la majorité, par exemple, pour reprendre les vieilles formules de Tocqueville, s'impose à tous, eh bien, il faut penser aussi l'existence de groupes avec vivant des torts et des méfaits spécifiques, et la capacité ou pas de ces groupes vivant des torts et des méfaits spécifiques à les exprimer dans l'espace public. Ça, c'est une question politique contemporaine, c'est une question pour le futur. Si, du point de vue, par exemple, de la représentation politique, il faut plus de diversité, pour reprendre le mot à la mode aujourd'hui, par exemple, une présence plus importante de femmes, une présence plus importante de minorités ethno-raciales, mais aussi d'autres formes minoritaires, les handicaps, par exemple, etc. Ça n'est pas par souci d'homologie avec la société, comme si cette homologie pouvait garantir la démocratie, c'est plutôt par souci de représentation des torts et des méfaits. Ce n'est pas un souci de, si vous voulez, purement cosmétique. Faire que l'Assemblée nationale, par exemple, dans une photographie ressemble à la société française. C'est faire de telle sorte que des torts et des méfaits qui ont du mal à se frayer leur chemin dans l'espace politique puissent être représentés. Alors vous allez me dire, il n'est pas garanti qu'une femme politique, par exemple, puisse bien représenter les torts et les méfaits vécus par les femmes dans la société française. Ce n'est pas une garantie. Mais on a quand même plus de chances, en augmentant la proportion de femmes dans une représentation politique, que des questions spécifiques liées aux femmes, aux violences qu'elles subissent, aux formes de discrimination qu'elles peuvent subir, se trouvent représentées dans l'espace en question. Et donc cette question de la représentation des torts et des méfaits, c'est une question essentielle, parce que sur beaucoup de questions, si vous prenez le cas de l'Assemblée nationale, par exemple, vous trouverez des députés qui, la main sur le cœur, vont vous dire « mais moi je suis
pour l'égalité, je suis contre le racisme, etc. Ça, vous en trouverez des centaines, même à pratiquement tous les députés, sauf quelques-uns. Le problème, c'est de trouver des députés qui fassent de ces questions des éléments de leur présence politique à l'Assemblée nationale, qui soient compétents sur les sujets dans les commissions concernées, qui en parlent dans les campagnes politiques, dans les campagnes électorales. Vous voyez, ce n'est pas simplement une prise de position théorique, c'est faire de ces questions un élément central de qui ils sont en tant qu'hommes ou femmes politiques. Et ça, c'est une question absolument essentielle parce que nous souffrons aujourd'hui, et cette question va se prolonger dans un futur prévisible, nous souffrons de cette absence de représentation. Si on pense la pensée minoritaire jusqu'au bout, on peut la penser dans des extrêmes d'ailleurs qui sont tout à fait intéressants. Bien entendu, il y a la question du genre dont j'ai parlé, il y a la question des minorités ethno-raciales, il y a la question des handicaps physiques, mais qu'en est-il par exemple de la question des groupes qui sont les plus stigmatisés d'un point de vue moral, si je puis dire? Comment on essaie de penser, par exemple, la question des détenus ou des anciens détenus? Comment on essaie de la penser politiquement du point de vue de leur représentation politique? Eux qui sont vus comme étant illégitimes. Lorsqu'on est en prison ou qu'on est sorti de prison, on n'a pas bonne presse, si vous voulez, parfois, mais c'est rare, on a perdu aussi ses droits civiques. Qu'en est-il de la question des travailleurs du... j'ai encore 2 minutes, c'est ça ? D'accord. Qu'en est-il, par exemple, de la question de la prostitution, des travailleurs du sexe, comme on dit aujourd'hui? Le Sénat, quand il a discuté de la pénalisation des clients il y a quelques années, a auditionné énormément de monde, mais aucune prostituée n'a été auditionnée par les sénateurs, alors que ces personnes étaient en principe directement concernées. Mais non, elles étaient illégitimes dans l'espace public. Et ils ont dû organiser des manifestations devant le Sénat pour dire on a peut-être quelque chose d'intéressant à dire. Donc vous voyez à quel point les groupes n'ont pas accès à la parole publique. On peut penser aussi aux usagers de drogue, vous voyez, on peut penser à des groupes comme ça. Et si on pousse encore, qu'en est-il par exemple de la question du handicap mental? Vous voyez, comment on pense la représentation politique du handicap mental en France? Ça c'est une question parce que ces personnes-là sont vues comme complètement à l'écart. Elles ont pas... Et du point de vue des sciences sociales, ça induit aussi des choses absolument passionnantes. C'est-à-dire comment on peut écrire une histoire de la folie qui ne soit pas simplement une histoire des institutions. Bon, c'est essentiel, une histoire des institutions, c'est-à-dire une histoire du regard de la médicalisation de la folie, de l'enfermement, une histoire foucaldienne, si vous voulez. Mais est-ce qu'il est possible d'écrire une histoire de la folie du point de vue des fous, de ce que les fous ont à dire historiquement sur ce qui leur arrive? Vous voyez? Donc là, on fait advenir, si vous voulez, des murmures. On fait advenir historiquement des murmures qui sont très très ténus, qui sont difficilement saisissables dans les archives. Mais si on revient à la question politique, c'est est-ce qu'on donne la parole à celles et ceux qui n'ont vraiment pas le droit de l'avoir? Et qu'est-ce que ça fait à notre société? Qu'est-ce que ça fait à l'ensemble de notre société? Ça, je pense que c'est une des grandes questions qui se posent dans l'avenir. Et c'est pour ça que c'est une des grandes questions relative, me semble-t-il, à la démocratisation des sociétés. Donc penser, si vous voulez, la question des minorités, ça peut nous emmener très loin, si vous voulez, dans le rapport à l'accès à la parole publique, et puis aussi dans la question des sciences sociales. Moi, je suis historien, donc la question de la mobilisation des sujets, comment on pense la légitimité d'un sujet, comment on peut l'installer dans le monde universitaire. Ce sont des questions qui ne sont pas non plus déconnectées, évidemment, des questions politiques que je soulevais. Et puis, voilà, puisque mon temps est terminé, je voulais simplement, par ces quelques propos, pardon d'avoir été un peu allusif parfois, mais vous sensibiliser, si vous voulez, à l'intérêt de penser ces questions et en même temps à la possibilité et à l'intérêt, je dirais, politique, démocratique, de maintenir vivantes ces questions envers et contre tout. Voilà. Donc, pas parler de la question justement de la représentation et de l'accès à la parole. Y a-t-il dans le public en présentiel déjà donc une question? Le professeur Jean Oudouze. Bonjour et bravo pour votre présentation.
Alors, vous avez dit très justement qu'il faut donner la parole aux minorités, et en particulier aux fous, aux prostituées, que sais-je. Mais il y a une condition quand même nécessaire, c'est que ces personnes-là, on leur enseigne comment prendre la parole. Parce que si on ne leur enseigne pas à prendre la parole, ça ne sert strictement à rien. Ça veut dire simplement que dans le système éducatif français, les professeurs devraient encourager non seulement à donner de l'histoire, de la géographie, que sais-je, mais à apprendre aux enfants, aux jeunes, à s'exprimer et à participer justement au débat public. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donner la parole, ça signifie également penser aux conditions par lesquelles cette prise de parole est possible et audible. Et ça veut dire une pédagogie pour tout le monde, finalement, quel qu'il soit, avec aussi des difficultés particulières pour les groupes minoritaires, pour les groupes stigmatisés et discriminés, parce qu'il faut reconnaître que cet accès à la parole est plus difficile, que la marche est plus haute en quelque sorte, parce qu'on peut délégitimer leur prise de parole, la balayer d'un revers de manche. Il faut donc avoir une forme de résistance et également des arguments, si vous voulez, bien rodés en quelque sorte pour prendre la parole. Donc il y a une pédagogie, il y a une formation, si je puis dire, qui est tout à fait essentielle. Je suis bien d'accord. Par rapport à tout l'exposé que vous avez donné, très nuancé, merci beaucoup, dans quelle mesure on pourrait interroger l'être homme politique ou femme politique? Cette génération qui est souvent mise en question, je parle de l'ENA, mais pas uniquement, est-ce qu'on pourrait penser l'émergence d'un nouvel être politique, un nouvel homme ou femme politique? Et vers quelle direction on pourrait aller? D'accord, donc vous avez dit un nouvel être politique, c'est ça? Oui. Nos représentants oui. Restent les mêmes. Si on regarde dans l'histoire, quel que soit les pays, il y a toujours l'intérêt, il y a toujours une multitude d'intérêts à être homme ou femme politique. Quel nouveau paradigme on pourrait penser pour les aider à faire une transition, on va dire, et à avoir accès à tout ce que vous constatez et à ce que la société constate? Alors, pendant longtemps, donc dans les mondes minoritaires en général, il y a eu l'idée que la question du pouvoir politique dans ses formes les plus institutionnelles, que cette question-là pouvait être en quelque sorte mise de côté. Que le monde associatif, par exemple, avec ses formes plus horizontales de communication, était quelque chose de décisif, y compris dans des formes transnationales d'ailleurs, que la communication avec des organisations aussi internationales était importante, que la question des cours de justice aussi était tout à fait importante, faire procès par exemple, s'appuyer sur les ressources de la justice, voilà une ressource tout à fait essentielle. Mais il y a quand même en l'état une question qui est revenue avec force, me semble-t-il, dans les mondes minoritaires en général, et notamment du côté des femmes, avec la force des mouvements de ces dernières années, c'est la question du pouvoir politique. Et la question du pouvoir politique, on ne peut pas complètement la mettre de côté. Et donc ça pose bien la question de la représentation, des élections, bref, du jeu politique classique, qui n'est pas fait pour les femmes, par exemple, qui n'est pas fait pour les personnes non blanches. C'est plus difficile pour ces personnes, c'est pas fait pour les personnes qui ont un handicap ou autre. Vous voyez, le monde politique a été historiquement construit, bâti par des hommes blancs. Et d'ailleurs, on pourrait ajouter plutôt hétéros, etc. Donc il y a quelque chose là qu'il faut reconnaître. Et il me semble tout à fait essentiel de penser pragmatiquement, un peu dans la lignée de ce qu'on disait tout à l'heure, aux meilleures manières par lesquelles on facilitera l'entrée dans la politique
des personnes pour qui c'est plus difficile. Et ça suppose des efforts particuliers. Ça suppose pas pour un parti politique, par exemple, d'ouvrir sa boutique, si j'ose dire, et de dire « venez, on accepte tout le monde, vous êtes tous les bienvenus ». Ça, c'est le minimum syndical qui ne va pas très loin et qui se fait d'ailleurs depuis longtemps. Ça suppose de penser l'organisation même des partis politiques, comment on promeut les personnes qui vont être élues, à quelle heure on se réunit, par exemple. Si c'est à 7 heures le soir, vous n'allez pas avoir beaucoup de femmes, et notamment de jeunes femmes. Vous voyez, la politique, elle est aussi faite de ces dispositions pratiques qu'il faut prendre en considération. Et puis moi, je pense qu'il y a un effort supplémentaire à faire. Parfois, c'est vu comme un gros mot, mais je pense qu'il faut la défendre, cette notion. C'est des formes de discrimination positive. C'est-à-dire qu'il faut donner des coups de pouce à celles et ceux qui, au départ de la course, si vous voulez, pour l'accès aux biens rares, n'ont que très très peu de chances d'y parvenir. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire qui va arriver premier, deuxième ou troisième sur la ligne d'arrivée. Ça signifie que l'on donne un coup de pouce à ceux qui, sinon, concourent dans des conditions qui sont de toute façon réglées d'avance. Et donc moi je pense que dans la sélection, on va dire plus largement encore, dans la sélection des élites françaises, dans le monde économique, dans la haute fonction publique, etc., il faut changer les règles. Sinon, les choses ne changent pas véritablement. Et puis, au rythme où ça va, dans 30 ans, on aura avancé de 5% dans la haute fonction publique et de 5% dans la vie politique ou autre. Donc, il faut des décisions qui soient des décisions un peu volontaristes, qui supposent, pour un temps donné, en quelque sorte, de tordre, ou en tout cas de toucher, par exemple, aux sacro-saints concours de recrutement qui sont censés garantir l'égalité de toutes et de tous. Je parle sous l'autorité de Vincent Payon en disant ça, ou en tout cas, je ne sais pas si je le provoque, mais je dis ça au passage, parce que les fameux concours ne garantissent pas, comme on pourrait le penser a priori, l'équité, l'égalité et l'accès de tous aux positions concernées. Donc il y a quelque chose, à mon avis, de tout à fait décisif à faire si on veut agir. Et ça concerne de façon absolument centrale la question des femmes aujourd'hui, qui est posée politiquement de manière très insistante, évidemment. Donc, pour qu'il y ait un monde d'après, Pape, il faut un peu de discrimination positive, on est d'accord? Jusqu'à justement rectifier peut-être le label de recrutement qu'est le concours. Monsieur Payon, donc, allez-y. Bonjour. Je voulais vous demander si vous pensiez qu'il était possible dans le futur de se retrouver avec un monde sans discrimination et sans minorité, c'est-à-dire un monde où il n'y aurait pas de majorité, pas de minorité, et si oui, est-ce que cela fonctionnerait ? Non, donc comme je l'indiquais rapidement, non. C'est-à-dire que je pense que ce monde va se reconfigurer selon d'autres découpages, si vous voulez. Il est possible que dans le futur, par exemple, le racisme tel qu'on le connaît aujourd'hui disparaisse. Mais ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas des groupes qui puissent être discriminés ou stigmatisés, mais selon d'autres critères. Vous voyez, la question dont je parlais tout à l'heure, celle de la couleur de peau, n'est arrivée que tardivement, si vous voulez. Pendant très longtemps, la question de la couleur de peau n'était pas si... Il y a des textes anciens ou même des textes médiévaux où vous n'avez aucune idée de la couleur de peau de telle ou telle personne, parce que cette question n'a pas d'importance. C'est pour ça qu'on n'en a pas d'idée. Ce n'est pas un marqueur social. Et puis à un moment, ça arrive. Et donc, on peut très bien avoir une situation qui serait différente, par exemple, où la couleur de peau n'est pas d'importance. Mais pour autant, ça ne signifiera pas que les minorités disparaîtront, parce qu'il y aura d'autres reconfigurations qui se feront selon des critères que l'on ne connaît pas encore. Je donnais l'exemple de l'ADN, par exemple, tout à l'heure, mais on peut imaginer toutes sortes de choses, y compris des choses horribles, d'ailleurs. Donc, la question d'un monde qui serait une sorte de meilleur des mondes, où on aurait vaincu, comme on pouvait le penser d'ailleurs dans les années 50, avec une vision assez optimiste sur l'éducation qui fait reculer progressivement l'obscurité de l'ignorance et des préjugés. Je pense que l'éducation, c'est un élément absolument essentiel. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, mais
Pour autant, cette vision progressiste classique, si vous voulez, de l'après-Seconde Guerre mondiale, il me semble qu'aujourd'hui, elle s'est affaissée et que nous devons reconnaître pragmatiquement que la lutte contemporaine contre toutes les formes de racisme, par exemple, et de discrimination, est susceptible de reconfigurer les frontières plutôt que de faire disparaître ces mêmes frontières et de créer une sorte de société qui serait une société débarrassée de tout préjugé. D'accord. Une dernière question. Si vous... Tout à l'heure, vous avez parlé de différents types, je crois que c'était pour les... Enfin, quand vous parlez des discriminations pour les femmes de différentes violences, vous avez parlé de 2 types, donc des violences réelles et d'autres types de violences, mais j'ai oublié le nom que vous avez utilisé. J'ai dit symbolique. Alors quand je dis violence réelle, c'est plutôt, vous voyez, les violences physiques et puis il y a les violences symboliques. D'accord, merci. Du coup, vous avez répondu à la question, parce que ma question, c'était qu'est-ce que ça représentait pour vous, ces 2 types de violences? Oui, donc violences réelles, c'est des violences que les femmes, enfin les violences physiques que les femmes peuvent subir. Je ne sais plus quel est le chiffre des viols annuels en France et des agressions sexuelles, mais c'est colossal. Hein, c'est colossal. C'est par jour, je ne sais plus combien par jour. Enfin, ce sont des chiffres absolument... Pardon ? Voilà, ce sont des chiffres, merci Pascal, absolument colossaux. Donc c'est une priorité politique de s'attaquer à cette question. Mais il y a aussi les violences symboliques. Les violences symboliques, c'est les insultes, c'est les remarques stigmatisantes, c'est tout ce que les femmes peuvent endurer, en tout cas beaucoup d'entre elles, dans leur vie quotidienne. Hein, ce sont des choses qui sont tout à fait réelles. C'est pour ça qu'on distingue couramment les violences physiques des violences symboliques. Une insulte raciste ou sexiste, c'est une forme de violence et elle doit être désignée comme telle et éventuellement sanctionnée comme telle, bien sûr. Merci infiniment, c'était passionnant.